Berlin, mi-octobre 1935. Alors, baronne, vous aimez? Ja, je trouve qu'il était nécessaire de rendre public notre symbole, mein Führer. Ja, une grosse croix gammée. Ja, c'est génial. Vive la mode allemande. Je dirais même plus, vive le Troisième Reich, mein Führer. Et vive qui également? Général Claude van Claude? Vive le beau ciel bleu du mois de mai. Attention! J'ai fait me fâcher. Fif la baronne von Schmoll? Ah, j'y reconnais là votre narcissisme, baronne van Schmoll. Mein quoi? Mein Führer? Votre narcissisme. J'articule pourtant. C'est juste votre accent, mein Führer. On ne comprend pas d'où. Avec votre respect, bien entendu. Vive Adolf Hitler! Vive moi, quoi! Bête incapable! Les lois de Nuremberg ont enfin été votées aujourd'hui! La grande marche commence! Bientôt, je serai les maîtres du monde! Ça y est, la croix gammée est définie notre véritable emblème! Mais il manque quelque chose, baronne! C'est pourquoi je vous ai fait venir dans mon bureau aujourd'hui! Ja, je sais. Mais tout ça, c'est la faute de l'Égyptien. Ah, le petit arabe! Nein, l'Égyptien, mein Führer. Le fourbe et le fil. Hakim White. Ah oui, en fait, toujours est-il que les Anglais sont repartis avec la réplique des yeux de l'ange bleu. Et moi, j'ai fait les yeux de l'ange bleu avant eux. Schnell! Si je veux être le maître du monde, il faut que vous imitiez un petit peu de vôtre, baronne Morietta von Schmoll. Et vous aussi, général Klaus Claude von Claude. Repartez immédiatement à la recherche des yeux de l'ange bleu. Tuez-moi ces Anglais au passage. Ja! Heil Hitler! Aïe! C'est ça! Allez les bouffons, faites-moi de l'air. J'ai un monde à plonger sous la terreur. Les lois de Nuremberg avaient été votées le 15 septembre. La croix gammée adoptée comme emblème, la répression des Juifs comme solution finale. Et 12 octobre, on interdisait aux radios allemandes de diffuser, je cite, de la musique nègre de jazz. Ce qui est étonnant, c'est à quel point les yeux se ferment lorsque l'horreur se dessine devant eux. Éthiopie, le même jour, non loin de l'ancienne frontière entre l'Abyssinie et l'Érythrée. 2 divisions stationnent à la frontière égyptio-libyenne. Colonel, nous disposons de 14 divisions ici. Si, c'est bien, je te remercie, mon beau soldat. Ah, la grandeur de l'Italie va enfin être connue dans le monde entier. Les troupes éthiopiennes sont à combien d'ici? Quelques kilomètres seulement. Très bien, mucho bueno. Colonel Vafon Napoli, vous parlez espagnol, là? Pas très crédible pour un Italien. Ah, écho, j'essayais de rentrer dans l'Aurore pourtant. Ce n'est pas gravissimo. Ce soir, l'assaut sera donné. Ce soir, nous allons montrer aux Éthiopiens que leur pays est italien désormais. Le même jour, à quelques mètres de là, sous terre, la fonderie du roi Salomon. Je suis fatigué. Et moi, je suis fatigué de vous entendre vous plaindre que vous êtes fatigué, Bugs, c'est fatigant. Du courage, monsieur Buxley, du courage. Du courage! Ça fait bientôt 6 heures qu'on est en train d'essayer de déchiffrer ces fichues gravures. Et pourquoi? Pour une recette d'antilope à la sauce de serpent, le récit d'un guerrier qui a combattu un lion, soit dit en passant, moi aussi je l'ai fait. Je m'en vante pas, hein. Bien que j'ai été héroïque pourtant. Ta gueule! C'était violent comme remarque. Ça c'est vrai, Qu'est-ce que je viens de vous dire, monsieur Buxley? J'ai acquiescé d'un signe de tête, mimant la bouche qu'on referme d'un geste de la main. Je vous le promets, monsieur Buxley, nous trouverons quelque chose d'ici quelque temps. Je vous le promets. Et si jamais on trouve rien, hein? Eh bien, nous chercherons encore. Remettez-vous au travail, Bugs. Vous nous faites perdre du temps, là. Le mur était immense. J'ai levé la tête pour tenter de deviner le plafond, mais l'obscurité rognait les bords de la grande fresque. Et au milieu, l'imposante silhouette de ce qui paraissait être la première représentation de l'ange bleu se dressait, mystérieuse. Une sorte d'homme immense, vêtu d'un ample manteau beige et dont la capuche recouvrait la tête. Seuls ses yeux avaient été peints à même la pierre. Ses yeux... J'ai reculé.
dites? Non. Monsieur Buxley, reprenez votre cahier et griffonnez les traductions de votre côté, bon sang. Laissez-moi finir, wow. Vous êtes pas demandé pourquoi l'ange bleu est peint ici? Buxley, enfin quoi? Le roi Salomon a eu les pierres précieuses et... Votre Salomon, il s'est converti au christianisme? D'accord qu'il soit intéressé par la beauté des pierres, mais de là à ordonner à ses hommes de graver dans la pierre une représentation de l'ange, là c'est plus la pain du gain, hein, c'est la dévotion. Le silence qui suivit fut terriblement perplexe. Le professeur était assis contre le mur. Il s'est levé, ôtant ses lunettes rondes de son nez porcin. Il a reculé, les yeux rivés sur la grande fresque comme y cherchant quelque chose de particulier. Laura a fait de même. Vous voyez ce que je veux dire? Salomon connaissait la chrétienté avant même qu'elle existe réellement. Avant même que naisse le Christ. Avant même qu'il n'ait eu un pape qui s'appelait Pie VII et fasse définitivement perdre toute crédibilité à cette religion. L'indice, nous l'avons juste devant nos yeux. Il n'est pas dans la fresque cachée parmi toutes les gravures et les peintures. Non, non. Il est là, immense, sous nos yeux. Regardez l'ange bleu, regardez, nous savons réellement ce que nous cherchons. Nous savons où se trouvent les vrais yeux de l'ange bleu. Et ça n'est guère rassurant, je vous l'assure. Allumez d'autres torches, monsieur Buxley. Allumez. Professeur, ce sont des lettres là, non? Des lettres grecques. Mon Dieu! Alors, je dois fermer ma gueule maintenant? J'ai planté dans le sol 5 autres torches. La lumière diffuse est venue illuminer ce que nous pouvions deviner de la fresque dans l'obscurité. Et toutes les gravures, toutes les peintures mises bout à bout formaient des lettres grecques sur des formes étranges. Des formes, des pays, des continents. Nous avions devant nous une gigantesque carte, si voyante en réalité que nous n'avions pas pu la deviner d'un premier coup d'œil.